Avant de commencer vraiment notre webinaire Google Ads, je vais laisser le micro à Marine afin qu'elle puisse vous présenter un petit peu qui on est pour les personnes qui ne seraient pas forcément familières avec nous, notre mission. Marine, je te laisse la parole. Merci bien. Donc, on est tout simplement une association dont le but est de faire en sorte que les acteurs du changement gagnent en visibilité dans les moteurs de recherche. Donc, les moteurs de recherche aujourd'hui, c'est quoi? C'est Google, Bing et toute la panoplie, Ecosia, Lilo et compagnie. Mais c'est aussi devenu les moteurs de recherche de type ChatGPT, Perplexity, etc. Puisque maintenant les gens cherchent aussi là-dessus. Et les acteurs du changement que nous, on a envie d'aider particulièrement, c'est ceux qui sont autour des causes de durabilité, résilience et justice sociale. Et on accompagne globalement des associations, mais aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on a monté la plus grosse boîte à outils du référencement pour les acteurs du changement. Donc on a beaucoup d'articles, de webinaires, de guides pratiques, etc. pour aider finalement toute une panoplie de profils différents, que ce soit le directeur de l'association qui n'y connaît rien au digital, à la personne qui va vraiment aider à faire du SEO et du SEA dans ces structures-là, à vraiment les aider en fonction de leurs enjeux. Donc il y a des personnes, leur enjeu, ça va être déjà de décrypter si le référencement est fait pour eux, alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir un blocage technique et on va essayer de les aider à résoudre ce blocage. Donc on crée plein de contenus qui sont gratuits pour tout un chacun. Et à côté de ça, notre modèle économique, parce qu'on n'a pas de subvention, c'est d'accompagner avec des prestations de services les structures qui veulent que ce soit nous, leur agence SEO, SEA. Et dans ce cas-là, on a plusieurs formes d'accompagnement. Soit on fait tout pour elles, soit on les fait monter en compétences sous forme de coaching ou de formation diverses et variées. Soit il y a souvent un peu un entre-deux, on les aide à structurer la base, et puis ensuite on les forme pour qu'ils puissent prendre la main sur le déroulé. Voilà, je sais pas si j'ai loupé quelque chose, Mégane. En bref. Oui, Sinon, ça je me te rends la parole. paraissait... Oui, ça me paraît plutôt complet. Merci beaucoup, Marine. Merci. Alors, écoutez, on est parti. L'idée de notre webinaire aujourd'hui sur Google Ads, un levier de croissance pour mon projet à impact, on va découper ça en trois parties assez complètes. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'est juste de reposer un petit peu les bases. Qu'est-ce que c'est Google Ads? Comment ça marche? Pour les personnes qui ne seraient pas forcément très familières avec la plateforme. Dans un second temps, on verra effectivement dans Google Ads, un levier de croissance, dans un paysage vraiment en mutation, avec l'arrivée de l'IA, les updates de moteurs de recherche, etc. Donc, l'idée, c'est d'un petit peu de reposer ce contexte-là et de voir comment Google Ads, finalement, peut nous aider à accomplir nos objectifs. Et enfin, dans un dernier temps, on verra un petit peu les facteurs de succès de Google Ads, des conseils pour vraiment optimiser au mieux et tirer profit finalement de cette plateforme. Ceci étant dit, eh bien écoutez, c'est parti. Alors, Google Ads, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Donc, pour rappel, Google Ads, ça fait partie du référencement payant. Donc, on va utiliser la plateforme publicitaire, c'est un outil, une plateforme publicitaire. Et ici, on va plutôt acheter de la visibilité puisqu'on est sur de la publicité payante pour se référencer, contrairement au SEO, où là, c'est vraiment du référencement organique, où on va travailler notre site, vraiment le contenu du site pour les moteurs de recherche. Donc là, c'est différent, ça va être les annonces. Donc effectivement, Google Ads, ça va vraiment permettre de créer et d'afficher différents types d'annonces en réponse aux recherches des internautes, et ce, à différents endroits sur le web. Parce qu'on pense souvent qu'il n'y a que les petites annonces texte, mais pas que. Alors, effectivement, là, on a les résultats de recherche, les annonces textuelles. On tape un mot-clé et ici, vous voyez, on a la petite mention sponsorisée. Ce sont les annonces textuelles. Ça peut apparaître comme ça. Mais ça peut aussi apparaître dans le réseau, sur le réseau de display.
Donc, par exemple, ici, vous voyez, c'est un petit, c'est le site web de Elle avec des articles, mais entre les articles, ici, on a Minuit aux Galeries. Ça, c'est une annonce. On peut la distinguer parce qu'il y a cette petite sigle bleue ici. Voilà, ça fait référence aux annonces. Hein. Là aussi, on a un autre type d'annonce. Donc, le réseau display, on a aussi les annonces qui peuvent apparaître sur YouTube, que ce soit sous forme de vidéo, mais aussi dans le feed. On va avoir aussi des annonces, par exemple, sur Gmail, qui peuvent nous être affichées, par exemple, ici de HelloFresh, Maxi Coffee, et puis des annonces qui peuvent s'afficher aussi dans les applications, sur Google Play, par exemple. Et là, du coup, on a toujours le réseau, la page du moteur de recherche, mais là, comme on peut le voir, ça va être plutôt des annonces shopping. Et on peut également avoir des annonces qui vont s'afficher dans Google Maps. Comme ceci, vous voyez, Fondation pour la recherche médicale, on a le petit résultat sponsorisé. Et là, c'est sur Maps. Donc, on a vraiment plusieurs types d'annonces. Hein. Alors, comment ça fonctionne exactement? Donc, Google Ads, ça va nous permettre de cibler et d'acheter des mots-clés, acheter entre guillemets, hein, recherchés par notre audience et associés à notre activité. Quand la personne elle va taper ce terme-là, on va pouvoir diffuser des annonces lorsqu'elle tape exactement notre mot-clé ou un terme très proche. Donc, par exemple, là, si on tape volontariat à Bruxelles, c'était d'ailleurs les anciens affichages, ça, mais on peut voir que des annonces pouvaient s'afficher avec bénévolat à Bruxelles. Si la personne, elle tape bénévolat Bruxelles, c'est pareil, l'annonce est susceptible de s'afficher aussi. Et lorsque la personne va cliquer sur notre petite annonce, elle va être redirigée vers la page de destination que l'on aura choisie. Et on ne sera pas forcément facturé pour l'apparition de l'annonce, mais seulement pour les clics sur ces dernières. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment avec un système au coût par clic. Donc, maintenant qu'on a vu de manière très brève qu'est-ce que c'est Google Ads et comment ça fonctionne, l'idée, c'est de voir en quoi Google Ads, finalement, peut avoir du potentiel et m'aider à accomplir mes objectifs. Alors, il faut savoir, dans un premier temps, qu'on est, depuis ces 2 dernières années, il y a eu de nombreux changements comme l'arrivée des IA dans les moteurs de recherche, ce qui a vraiment entraîné une mutation profonde du paysage du search et des usages. Donc ça a eu une conséquence sur la visibilité et les visites sur les sites. Donc, comme vous le savez, effectivement, on a l'arrivée des IA conversationnelles, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, mais aussi le déploiement de l'aperçu IA. Alors ça, ce n'est pas, pour le moment, c'est pas forcément disponible en France. Par contre, ça a fait son apparition, l'année dernière. C'est déjà disponible dans plus de 200 pays. Donc peut-être, je sais que Loïc, par exemple, tu es également au courant de tout ce qui est en lien avec l'aperçu IA, puisque c'est présent en Inde, c'est présent en Belgique aussi. Donc pas encore en France, mais c'est probable que ça arrive. Alors qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est quand on tape finalement une requête ici, il peut y avoir une AI ici, un aperçu qui va directement répondre à notre requête. Donc directement, en fait, on a une réponse à ce que l'on est en train de rechercher sur la page de résultats. Donc ça, finalement, ça a comme conséquence l'émergence du zéro clic, c'est-à-dire que l'internaute, il a directement la réponse à sa requête sur le moteur de recherche et parfois, il ne va même pas plus loin que ça. Il ne visite pas forcément les sites. Donc ça, par exemple, ça a pu avoir aussi une répercussion sur le trafic organique, notamment sur les requêtes informationnelles. Comment faire ça, pour beaucoup, il y a cet aperçu qui arrive en fait. Hein. Et en plus de l'arrivée donc par exemple de l'aperçu IA, on va avoir l'évolution, une page de résultats de recherche qui n'est plus du tout comme on l'a connue finalement. Hein.
Puisqu'avant, on était sur quelque chose comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'on tapait un terme de recherche, location matérielle médicale d'occasion, on pouvait avoir les annonces sponsorisées qui apparaissent en haut de page. Donc là, on les distingue avec le petit sponsored. Et ensuite, on avait les résultats SEO qui pouvaient s'afficher. Et puis, voilà, les people also ask ici. Maintenant, la page, elle est un peu différente. Là, comme vous pouvez le voir, je suis désolée, c'est pas très beau, mais je voulais vraiment illustrer le changement vraiment qu'on a sur cette page. Par exemple, si on tape organisme pour partir étudier à l'étranger, donc moi, il faut savoir que je suis au Portugal, hein. Donc, si je tape organisme pour partir étudier à l'étranger, j'ai effectivement l'IA, l'aperçu IA qui se déclenche ici au Portugal et ça donne directement voilà, de l'information, mais ça cite également certains sites web, par exemple AFS, ça cite certains programmes, comme on peut le voir. Ici, on va avoir d'ailleurs les sources. Donc, il va y avoir certains acteurs, finalement, qui vont pouvoir être cités dans ces aperçus-là et donc assez visibilisés. Ensuite, en dessous, on peut avoir les résultats payants que l'on peut voir ici. Vous voyez, Sponsored Results. Encore une fois, comme moi, je suis au Portugal, ça peut m'afficher des annonces, par exemple en anglais, parce qu'il connaît le moteur de recherche, sait que j'effectue mes recherches parfois en anglais, parfois en français, parfois en portugais. Donc, du coup, il m'affiche également des annonces, par exemple en portugais ou en anglais. Et ensuite, en dessous de ça, on peut avoir les résultats naturels. Et en plus de ça, il peut y avoir encore une fois le People Also Ask, les petites questions qui peuvent apparaître, plusieurs résultats très, très, très enrichis, des fenêtres d'infos contextuelles. Donc, on est vraiment sur une page qui n'a plus rien à voir là avec ce qu'on avait auparavant. Donc, on a cet aperçu IA dans certains pays, ainsi que les résultats enrichis qui prennent beaucoup plus d'espace sur la page du moteur de recherche. De ce fait, on a des résultats SEO, SIA qui se déportent plus bas, parfois dans la deuxième page. Et il y a donc, comme je le disais, certains sites qui deviennent plus visibles, tandis que d'autres passent un peu plus inaperçus. Donc ça, ce sont voilà, les premiers grands changements. En 2026, on avait aussi, donc pour 2025-2026 même, une évolution des usages et comportements de recherche. Donc, encore une fois, les recherches maintenant se déportent au-delà du moteur. On utilise toujours les moteurs de recherche, Google dans sa grande majorité, qui reste toujours très utilisé, hein, mais aussi, comme je le disais, ChatGPT, Claude, mais pas seulement. Maintenant, on fait énormément de recherches sur les réseaux sociaux. Par exemple, selon cette étude, il y a 67% des 18-24 ans qui utilisent Instagram pour faire des recherches et 62% TikTok. Tandis qu'on utilise énormément YouTube, que ce soit pour se former, regarder des vidéos. Donc, on cherche de l'information au-delà du moteur, hein. De plus, la formulation des requêtes va évoluer. Parce qu'avant, si on pouvait taper des choses on est sur des requêtes beaucoup plus précises. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait taper comment développer l'intelligence émotionnelle chez les enfants, alors qu'avant, on aurait plutôt tendance à taper intelligence émotionnelle enfant ou empathie chez les enfants. Maintenant, on a tendance à faire des phrases aussi très, très, très complètes, donc et d'utiliser ce qu'on appelle des mots-clés, des requêtes de longue traîne, donc qui ont plus de 2-3 mots. Enfin, donc les sites finalement qui sont peu travaillés, que ce soit en SEO, sur ces requêtes-là, ou qui sont peu travaillés pour les IA, qui sont dans les moteurs de recherche, perdent des opportunités d'être affichés, hein, ou les sites qui sont peu présents finalement en ligne. Enfin, on est sur des algorithmes qui sont de plus en plus intelligents et plus exigeants. Quand je dis les algorithmes sont plus intelligents, c'est qu'avant, ils étudiaient les mots-clés. Est-ce que ces mots-clés sont dans la page? Maintenant, ce n'est pas seulement le mot-clé, c'est l'intention de recherche. C'est-à-dire que l'algorithme va comprendre vraiment le sens derrière la recherche de la personne, à quelle étape de sa recherche elle est. Donc, ils comprennent beaucoup mieux le sens de la page, le sens des recherches,
comme je disais, plus seulement les mots-clés. Si par exemple, quelqu'un fait une recherche de roses, je recherche des fleurs de roses, non, je fais des recherches de rosée. Voilà, on va plutôt partir comme ça. Je fais des recherches de rosée. Et puis à un moment, je tape rose, donc sans l'accent. Même si je n'ai pas tapé le rosé avec l'accent, le système va comprendre en fait que j'étais déjà dans des recherches d'alcool, de rosé, mais que je ne recherchais pas forcément des infos sur la fleur ou un fleuriste. Donc ça, il comprend. Pareil pour Apple. Il va comprendre aussi la différence, là, que je cherche des pommes ou la marque, ça, il va le comprendre. Ils vont être aussi en mesure d'analyser plusieurs signaux d'audience et historiques de recherche. Donc là encore, si je recherche des vols, enfin, il va pouvoir voir vraiment un petit peu mon historique, où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis prête à réserver mon vol là et m'afficher les résultats en fonction de cette recherche-là. Et enfin, il y a l'adaptation multilingue. Comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai par exemple tapé une recherche en français et pour autant, je me suis vue afficher des résultats en anglais. Donc, s'il considère aussi que le multilingue, ça peut être pertinent, il peut l'afficher et il peut très, très bien comprendre. De plus, ils sont beaucoup plus exigeants en termes de qualité. Donc, c'est pour ça que voilà, le SEO matters, ça compte toujours, ou à minima, un site voilà, qui a quand même une expérience de navigation de qualité, du contenu, qui est optimisé pour le moteur de recherche, qui est rapide. Voilà, donc ça compte quand même. Il faut quand même avoir un travail minimal SEO parce que sinon, on risque d'être pénalisé. S'ils voient que notre site, il est pas top, si c'est un site avec très peu de contenu, un design qui laisse à désirer, des internautes qui atterrissent sur mon site et s'en vont, ça, ils vont le détecter, les algorithmes, et du coup, ils vont peut-être moins nous afficher parce qu'ils vont comprendre qu'en fait, notre site web, il n'est pas top, notre page ne répond pas forcément à ce que l'internaute recherche. Donc, il faut vraiment essayer d'apporter toujours un contenu utile qui apporte de la valeur, se distinguer et vraiment être pertinent, donc en fonction de ce que la personne recherche, lui apporter exactement la réponse qu'elle recherche sur la page que vous allez lui présenter. Si ça tombe à côté, si c'est pas vraiment adapté à ce que la personne recherche, l'algorithme il va se dire bon là c'est pas du tout pertinent, donc je vais moins afficher ce site-là. Donc, on est vraiment sur des algorithmes plus intelligents et plus exigeants. Donc, ça à prendre en compte dans nos stratégies. Et si on n'est pas vraiment adapté pour cela, eh bien, notre visibilité va être impactée. Aussi pour AdGrants, ça a été un petit peu plus difficile là, ces 2 dernières années. Donc, d'ailleurs, on a fait un webinaire à ce sujet que je vous ai mis dans la présentation et que vous trouverez dans la boîte à outils également. Donc, effectivement, il faut savoir que déjà, les comptes Google Ads Grants, donc pour les associations, donc c'est Google Ads, mais pour les associations avec 10 000 $ de budget fictif accordé par Google, spécifiquement pour les assos. On n'est pas prioritaire par rapport aux résultats payants. AdGrants passe toujours après. Les annonces AdGrants passeront toujours après puisque Google privilégie effectivement les annonceurs qui investissent un budget sur Google Ads. De ce fait, on a des annonces qui se retrouvent plus bas dans les résultats. Il a AdGrants aussi, le fait qu'il y ait un petit peu plus de compétition, beaucoup plus de compétition et qu'on ne soit pas prioritaire, va avoir plus de difficultés à générer des résultats, par exemple, sur des mots-clés très compétitifs en lien avec le don, le parrainage, le bénévolat. Donc, si on utilise simplement AdGrants, par exemple, pour ce type de campagne, on ne va pas pouvoir vraiment vraiment en tirer aussi profit de compte Google AdGrants. Et en plus de ça, si on a un site de faible qualité, si on utilise des landing pages, donc des pages de destination pour nos annonces AdGrants qui ne sont pas optimisées, eh bien là aussi, l'algorithme de Google Ads, Google AdGrants, va bloquer la diffusion. Il va moins afficher nos annonces. Donc, ça compte énormément la qualité de la page qu'on choisit pour nos annonces.
encore une fois, AdGrants, il peut fournir des résultats, mais pas forcément sur ces objectifs-là. Et surtout, il faut avoir toujours de la qualité en termes de site web et adopter d'autres stratégies. Donc, je vous inviterai au besoin à aller regarder ce webinaire-là où on développe énormément justement quelles sont les nouvelles stratégies pour s'adapter sur AdGrants. Donc, voilà, vous pourrez également le consulter. Donc finalement, dans tout ce contexte un petit peu de visibilité plus difficile à acquérir dû à toutes ces évolutions-là, c'est là que Google Ads va pouvoir nous aider pour augmenter notre visibilité. Alors, d'une part, donc Google Ads, ça va permettre une visibilité immédiate parce que dès qu'on active notre campagne, on met notre budget, on active la campagne, nos annonces, elles peuvent tourner en moins de 24 heures, le jour même, quelques heures après, si tout est bien correct, tout est éligible. On a déjà nos annonces qui peuvent tourner sur le moteur de recherche, hein. Donc, c'est beaucoup plus rapide que le SEO parce qu'un travail SEO, de travail du site web, etc., ça peut prendre plusieurs mois pour avoir un petit peu les effets de ce travail-là. Et c'est rapidement mesurable. On va pouvoir voir les impressions d'annonces, donc le nombre de fois où nos annonces elles ont été affichées, la fréquence. On a des indicateurs qui nous permettent de voir à peu près où sur la page de résultats elle a été affichée aussi. Donc on a vraiment ces informations-là dès qu'on lance notre campagne et qu'elle a commencé à tourner. Donc, Google Ads, ça peut être utile si on a besoin vraiment de résultats rapides. Par exemple, si notre activité, elle est très ponctuelle, très saisonnière, un événement, on a besoin de lancer ça assez rapidement ou pour des périodes clés, ça peut être tout à fait adapté. Parce que là, si vous avez par exemple un événement ou une opération de com et que vous vous dites, bon, je vais aller développer un peu mon site web pour pouvoir compter sur le SEO, là, non, ça sert à rien parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc là, on va plutôt partir sur du SEA, par exemple, hein. Si vous avez peu de visibilité déjà, de visibilité organique établie, donc effectivement, déjà, si vous êtes un nouveau site et que vous avez besoin aussi de résultats rapides, ça peut faire sens d'aller sur du Google Ads là. Et aussi de ce fait pour compenser une perte de visibilité organique. Si par exemple on a effectué une refonte de site web, le temps justement que les effets de la refonte du travail SEO soient faits, on peut lancer en parallèle nos annonces pour essayer de compenser un petit peu la petite baisse suite à la refonte. Ou alors si on a été impacté par la mise à jour de l'algorithme, là, ça peut être justement un moyen de se repositionner, de se revisibiliser dans les moteurs de recherche, hein. Tout en sachant, encore une fois, que la qualité du site et l'expérience d'utilisateur, ils comptent aussi en SEA, donc en Google Ads, hein. Donc, ça va nécessiter quand même un minimum de travail SEO ou une page qu'on développe, qu'on optimise vraiment bien, hein. Donc, juste pour clarifier ça. Donc, Google Ads va permettre de se distinguer dans les résultats de recherche parce que, d'une part, il peut y avoir un même annonceur peut apparaître plusieurs fois sur la page de résultats et à plusieurs endroits. Alors, maintenant, il y a une mise à jour de Google qui a été faite l'année dernière et qui permet à un annonceur d'avoir ces annonces texte, donc les annonces comme ceci là, qui vont s'afficher à plusieurs emplacements sur la page. Donc, on peut avoir une annonce en haut et notre annonce en bas. Donc là, ça nous fait déjà 2 annonces texte qui s'affichent. On est présent. Mais de plus, ça va nous permettre aussi de pouvoir diffuser différents formats d'annonces de manière simultanée. Donc, par exemple, ici, si j'ai marqué téléphone d'occasion sur le moteur de recherche ici, ce qu'on peut voir, c'est que Back Market ici, ils ont leurs annonces textuelles qui s'affichent comme vous pouvez le voir là, mais ils apparaissent aussi juste là, en shopping finalement. Donc là, on a Back Market en shopping, en annonces textuelles, et en plus de ça, ils apparaissent aussi en SEO. Donc là, vraiment, si on a une bonne présence SEO, on peut avoir une double exposition SEO et nos annonces Google Ads. Si on fait différents types d'annonces et de campagnes type shopping et texte sur le réseau de recherche,
eh ben, on peut avoir aussi nos annonces qui s'affichent plusieurs fois. Et en plus de ça, il y a des nouvelles fonctionnalités là sur Google Ads aussi qui nous permettent d'apparaître dans l'aperçu IA. Comme on a pu le voir, l'aperçu IA, tout à l'heure, ça citait certains acteurs. Il y a les annonces maintenant qui viennent aussi s'afficher dans les annonces IA. Donc finalement, alors là, si on apparaît en haut directement dans l'aperçu IA et puis à plusieurs endroits sur la page, on est beaucoup plus visible et on peut se distinguer. Donc ça, c'est important finalement dans un écosystème où tout est un peu saturé, quoi. Et on va pouvoir aussi avoir accès à différentes annonces très, très, très enrichies qui prennent plus de place dans les résultats. On peut, par exemple, mettre des liens, d'autres liens sur notre site, comme l'a fait Back Market ici. Par exemple, il a ajouté des liens vers smartphones Samsung, des modèles d'iPhone et des offres promotionnelles. Donc ça, ce sont différents liens qui se sont ajoutés également à son annonce. On pourrait aussi on a des annonces avec un numéro de téléphone qui peut s'afficher, des images également. Donc vraiment, voilà, ça permet de renforcer sa présence, d'être beaucoup mieux exposé et visible finalement. Et ça permet, comme on l'a vu, d'étendre sa visibilité au-delà du moteur, puisque ça ne se limite pas aux annonces sur la page de résultats, là, aux annonces textuelles. Hein, c'est aussi le réseau display, comme on a pu le voir tout à l'heure, on peut avoir des petites annonces bannières, par exemple, qui peuvent s'afficher sur tout le réseau display. Et le réseau display de Google, c'est 35 millions de sites web et d'applications. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on avait envie de diffuser, d'avoir notre annonce qui s'affiche sur le site du Bon Coin, parce qu'on cherche à capter les personnes, voilà, les particuliers qui recherchent des matériels d'occasion ou autres, on peut aussi avoir notre annonce avec une bannière qui s'affiche sur le Bon Coin, sur des journaux d'actualité, Le Monde, etc. Et en plus de ça, ça compte aussi YouTube et Gmail. Donc, c'est quand même un sacré réseau, le display. Et en plus de ça, on a des possibilités de ciblage très importantes, puisqu'on va pouvoir cibler des personnes, les visiteurs de notre site, s'ils sont intéressés par un sujet, leur profil démographique. On peut également être affiché s'ils tapent certaines thématiques, s'ils sont intéressés par certaines thématiques, sujets, selon leurs intérêts, ou comme je le disais, être affiché sur des sites web spécifiques. Donc, ça permet d'aller sur d'autres types de réseaux et aussi shopping. Les annonces, elles peuvent apparaître en haut des résultats de recherche, comme on l'a vu, mais aussi dans l'onglet shopping. Sur la page du moteur de recherche, on a un onglet shopping et aussi dans Google Images. Donc là, si on est un e-commerce, par exemple, qu'on fait des annonces shopping pour vendre nos produits, on peut être affiché pas seulement dans les résultats shopping, mais dans divers endroits aussi. Donc, ça peut vraiment permettre d'aller au-delà de la page du moteur de recherche, finalement. Donc finalement, Google Ads, ça va nous permettre d'amplifier notre visibilité, ce qui est vraiment un enjeu aujourd'hui. Se distinguer, c'est précieux dans un contexte de plus en plus concurrentiel, de saturation de l'information, mais aussi où le parcours utilisateur est éclaté. On l'a vu, les utilisateurs, ils sont à la fois sur les réseaux sociaux, ils vont consommer de l'information sur YouTube, sur d'autres sites avant de prendre des décisions. Donc au plus on est visible sur ces différents endroits, au plus on va multiplier sa présence, finalement, ça va vraiment nous permettre de toucher une audience à différents moments. On va pouvoir multiplier les points de contact, exister dans l'esprit de son audience et rester top of mind. C'est vraiment ça qui est important parce qu'il faut que notre audience elle puisse se rappeler de nous finalement. Donc, c'est précisément là que Google Ads devient un levier de visibilité. Ça va également nous permettre de développer rapidement notre trafic, bien sûr. C'est quand même bien d'être visible, mais c'est mieux si les personnes viennent sur notre site. Mais là, Google Ads, comme je disais, ça rentre dans une stratégie SEA. Le SEA, on vient répondre directement à une problématique existante et capter une audience qui est en demande, elle est intéressée par ce qu'on propose, puisqu'en fait, cette audience-là, elle va effectuer des recherches en lien avec nos produits, nos services,
nos causes. Donc, elle va taper voilà, des mots-clés qui sont en lien avec notre activité. Elle cherche une solution ou une information qu'on peut lui apporter et finalement, donc, elle montre un intérêt réel pour nos contenus ou nos actions. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'avec le SEA, on capte une demande existante et on est là quand elle a besoin de nous, quand elle nous recherche, on est là au bon moment et au bon endroit. Donc finalement, ça va surtout nous permettre voilà, de capter la bonne audience, des gens qui sont intéressés, qualifiés dès le départ, et aussi bien, de pouvoir développer rapidement notre trafic sur notre site. Avec Google Ads, on a vu qu'on avait accès à tout un tas de campagnes qui vont être plus ou moins intéressantes selon notre type de structure et d'objectifs. Ça, on le verra plus tard. Mais surtout, on va vraiment avoir un panel de ciblage très, très, très précis, de manière à pouvoir aller chercher la bonne audience. On va pouvoir aller cibler la localisation. Où est-ce qu'on souhaite diffuser nos annonces? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est voilà, un tout petit rayon autour d'une grande ville, un code postal spécifique? Enfin, il ne faut pas être trop limité, il ne faut pas juste inclure un code postal parce que sinon, ça va pas tourner. Mais voilà, je veux dire qu'on peut vraiment aller très, très loin dans les options de ciblage. Donc, la localisation, bien sûr, il va y avoir le ciblage par mots-clés. On peut aller aussi spécifiquement cibler des données démographiques, que ce soit l'âge des personnes, les 18-24 ans ou les seniors si c'est plus notre audience, le genre, le type d'appareil. On peut cibler uniquement les mobiles ou au contraire exclure totalement la diffusion sur les tablettes parce que si on voit que ça ne nous rapporte rien ou que ça nous fait dépenser du budget pour rien, on peut exclure. On va pouvoir choisir les heures, jours et heures de diffusion en fonction de ce qui performe le plus finalement. Et toucher aussi, définir des audiences très spécifiques. On peut aller afficher notre annonce selon les intérêts, selon les habitudes d'achat, selon les sites web qu'ils ont consultés. Et puis bien sûr, il va y avoir aussi la fonctionnalité de remarketing pour pouvoir aller recibler les personnes qui ont visité notre site. Et puis enfin, Google Ads utilise bien sûr l'IA dans son ciblage. Donc les campagnes vont vraiment exploiter l'IA pour capter des signaux d'audience. Elles vont être capables de voir, d'accord, je sais que cet internaute, il fait des recherches il fait des recherches, je sais pas, pour la protection des animaux depuis un petit moment. Je vois qu'il commence à vraiment aller sur des recherches très spécifiques ou m'investir dans une organisation pour la protection animale à Paris, etc. Donc, il va vraiment voir tous ces signaux-là et finalement, pour pouvoir optimiser sa diffusion et aller toucher les personnes qui nous intéressent le plus et qui sont le plus susceptibles de remplir nos objectifs finalement. Si là, voilà, notre objectif, c'était le bénévolat de cette personne dans notre organisation de protection animale et qui voit qu'il y a des recherches récurrentes de personnes à certains moments de la journée, que quand il tape cette recherche-là, c'est qu'il est prêt. Il est prêt à aller s'inscrire pour devenir bénévole. Vous pouvez le voir, on a des options de ciblage très, très puissantes pour pouvoir aller chercher la bonne audience et contrôler notre budget finalement, hein, aller cibler, dépenser pour ce qui nous intéresse. Donc, le Google Ads, le SEA, c'est un canal souvent qui se distingue parmi les autres sources d'acquisition, canaux d'acquisition. C'est vrai que généralement, vu qu'on a ces options de ciblage très performantes finalement, très précises, on va enregistrer des sessions, donc des visites plus longues avec des visiteurs qui sont intéressés et qui restent plus longtemps sur le site, ou alors des taux d'engagement plus élevés. Donc, on voit que c'est des visiteurs qui interagissent énormément avec nos contenus, qui téléchargent nos informations, enfin notre guide d'information, etc. Et donc, souvent des taux de rebond plus faibles. Bien sûr, quand on cible les bonnes personnes et que tout est bien paramétré, hein, parce que c'est comme tout, sinon on peut avoir aussi des moins bonnes performances. Mais donc ici, par exemple, on le voit, c'est une petite capture d'écran d'Analytics où
On a par exemple en moyenne 58% de taux d'engagement. Bah, ce qu'on peut voir, c'est que l'organique, c'est 60% de taux d'engagement en organique, mais près de 70% en paid search. Ça veut dire que là, Google Ads, il est même plus performant que notre canal organique, que notre SEO. Pareil pour la durée moyenne des sessions, on est supérieur à l'organique et même supérieur à la moyenne des canaux ici. Hein, et on a plus d'événements, les personnes réalisent beaucoup plus finalement d'actions sur notre site web, pareil qu'en organique ou par rapport à la moyenne des canaux. Donc c'est vraiment un canal d'acquisition qui peut vraiment être quali et se distinguer, et souvent plus que les réseaux sociaux. Parce que bien sûr, les réseaux sociaux, souvent, on pousse un message parfois à des personnes qui sont en train de scroller tout simplement sur leur feed et qui n'ont pas forcément fait la demande de nous voir. Donc souvent, en tout cas, sur les réseaux sociaux, les sessions sont plus courtes, moins qualifiées, moins engagées. Et en organique, ça va dépendre de notre référencement. Donc, c'est un canal d'acquisition assez intéressant là pour développer un trafic qualifié et engagé. Ensuite, donc effectivement, Google Ads va pouvoir répondre à plusieurs objectifs et types de structures. Donc, on va pouvoir, en plus de toutes les options de ciblage qu'on a vues auparavant, on va vraiment pouvoir optimiser Google Ads pour nos objectifs. On va pouvoir paramétrer ce qui est important pour nous et configurer le compte pour répondre à ces objectifs. Donc, on souhaite avoir des inscriptions à notre newsletter, à un événement, une formation, des téléchargements, ou si on souhaite vendre des produits et services, même avoir du trafic dans notre boutique. Si on a une application et on souhaite drainer des téléchargements de notre appli, ou alors si ce qui est important pour nous, c'est les appels téléphoniques, ou enfin obtenir des dons. Tout ça, c'est des choses que l'on peut configurer sur Google Ads par la mise en place de ce qu'on appelle un suivi de conversion. Donc, on va aller traquer ces actions-là sur notre cible. On va mettre des balises de tracking pour mesurer quand quelqu'un a, par exemple, fait un don, combien de dons j'ai eu grâce à mes annonces, quelle est la valeur de ce don. Pareil pour vendre des produits, on va pouvoir voir le nombre de ventes, d'achats, notre rentabilité aussi. Est-ce qu'on est rentable? Notre campagne, elle nous génère des achats, mais est-ce qu'on est quand même rentable? Est-ce que c'est les bons produits que l'on pousse? Donc tout ça, vraiment, c'est des choses que l'on peut aller configurer. Donc là, j'ai mis quelques petits exemples, mais voilà. Alors, pour un site e-commerce qui veut vendre des produits, comme je le disais, on va pouvoir configurer notre suivi de conversion pour avoir les achats et puis mesurer les ventes, ou alors l'indicateur, son retour sur investissement ou sa marge. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ce qui est important pour nous comme KPI et comme objectif, de pouvoir voir et configurer tout ça. Si on est une association humanitaire et qu'on recherche du don ou du parrainage, pareil, on va pouvoir configurer les dons, voir le nombre de dons, la valeur, etc. Donc on va pouvoir aussi être présent à plusieurs étapes du parcours de l'utilisateur. Donc ça, c'est important. C'est quand même assez important et c'est un gros point fort de Google Ads. Donc, notre public ne sont pas tous aux mêmes étapes de recherche. Il y a certaines personnes qui vont nous découvrir, d'autres qui vont être plutôt dans une phase de comparaison, d'autres qui sont complètement prêts à passer à l'action. Donc là, ça va pas être les mêmes objectifs, ça va pas être les mêmes messages, parfois ça va pas être les mêmes types de campagnes ou de stratégies en fonction de si la personne nous connaît déjà ou si on cherche à aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas encore. Et là, on a besoin plus de développer notre visibilité. Donc, Google Ads va vraiment nous permettre de définir, de travailler une vraie stratégie d'acquisition pour s'adapter à chaque niveau de maturité, quelle étape notre audience est dans son parcours ou quel type d'audience on souhaite aller toucher.
Et finalement, encore une fois, ça va permettre de multiplier les points de contact. Donc, ça se représente avec ce petit funnel-là. Donc, par exemple, les personnes qui nous connaissent, enfin, qui sont prêtes à passer à l'action, qui, par exemple, tapent faire un don, association enfants, ou don, village d'enfants. Ces personnes-là sont au bout du funnel. Là, on est vraiment dans c'est ce qu'on appelle bottom of funnel, bas de funnel. Là, on est dans une action. Ils sont prêts à convertir. Là, voilà, si c'est notre objectif, bon, bah, c'est important qu'on soit sur ces mots-clés-là parce que on souhaite capter les personnes là qui sont prêtes à convertir finalement, hein, prêtes à passer à l'action. Donc ça, c'est plutôt des requêtes très conversion en bas de funnel. Ensuite, si on remonte un petit peu, il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore à faire un don là, mais qui vont comparer, qui vont se renseigner, qui vont chercher à comprendre avant de passer à l'action. Donc là, on va peut-être être plus dans une recherche, par exemple, meilleure association humanitaire don. Là, on est plus dans une comparaison. Donc, c'est peut-être pas le même message, c'est peut-être pas la même annonce qu'on va aller montrer si on souhaite aller chercher ces gens-là. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la phase de considération. On se situe en milieu de funnel. Et enfin, si on remonte encore un cran, là, la personne, elle va peut-être pas être encore prête à faire un don, et peut-être qu'elle se renseigne aussi, qu'elle fait des recherches un peu plus génériques, comment aider les enfants défavorisés, par exemple. Hein. Donc là, on est sur le haut du funnel, top of funnel. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, en fonction des différentes étapes ou parcours là où se situe notre audience, qu'est-ce qu'elle tape comme recherche, ben, on va pouvoir aussi adapter notre stratégie, nos campagnes et se dire d'accord, bon ben moi j'ai vraiment besoin là d'être les mots-clés conversion, c'est très important pour moi, mais ça peut être intéressant aussi d'aller un petit cran plus haut. C'est peut-être pas des gens qui sont encore dans cette phase-là, mais qu'on souhaite amener à cette phase-là. Donc, pour illustrer ça, on va prendre un scénario concret, ça sera, je pense, plus simple. Alors, là, j'ai pris un exemple d'un. Alors, je ne sais pas si la personne, si l'organisation est ici, mais je trouvais le cas intéressant. C'est une personne, enfin, une organisation qui s'est inscrite au webinaire. C'est le cas de Deb Acteur. Donc, c'est une organisation qui organise des ateliers débats citoyens ludiques. Et donc, l'idée, leur mission, c'est de sensibiliser le plus grand nombre à la démocratie participative pour faire grandir l'engagement citoyen. Donc, ils organisent, on peut participer à des ateliers pour apprendre à débattre de façon bienveillante, impactante, avec les bons codes. Et il s'adresse par exemple aux établissements scolaires, collèges, lycées, supérieurs, mais aussi à des entreprises où il y a de la formation pour, pareil, des ateliers de team building pour faire ce type d'ateliers débat et d'autres types de formations un petit peu en lien avec la communication, l'art de la négociation, etc. Donc, leur objectif, finalement, ça va être de remplir les ateliers et je pense de générer des prises de contact. Mais alors là, c'est un peu contraignant parce qu'ici, je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui vont rechercher atelier débat politique, animer, participer à un débat citoyen. Je pense que c'est vraiment des mots-clés avec très, très peu de volume de recherche. C'est pas on ne connaît pas forcément. Moi, je ne connaissais même pas qu'il y avait ce type d'atelier. Bon, et ben là, ça va être intéressant, justement, si là, on décidait uniquement de se concentrer sur le bas du funnel, comme je le disais, pour les personnes qui sont prêtes à s'inscrire à des ateliers. Donc, on va se dire, je vais avoir ma campagne avec mes annonces sur le réseau de recherche où je vais cibler des mots-clés ateliers citoyens, intervention éducation citoyenne, animation débat lycée. C'est important de l'avoir effectivement pour capter les personnes quand même qui recherchent ça, pour capter les personnes déjà en recherche. Donc, on va se dire, OK, on pourrait se dire, je vais lancer ma campagne pour quand même rester présent sur ces choses-là parce que c'est important que mon annonce, elle s'affiche pour les gens qui me recherchent exactement.
Mais ça va peut-être pas être assez là pour remplir mes objectifs. Donc, si on remontait un cran plus haut, et là, on pourrait par exemple envisager des campagnes et annonces YouTube ou display, si on a le contenu, si on a les vidéos, etc., ou une petite bannière, parce que là, ça va nous permettre de toucher des publics potentiellement intéressés, mais qui ne connaissent pas forcément cette histoire, voilà, d'atelier débat. Et on va pouvoir aller diffuser, par exemple, nos annonces pour des sujets qui intéressent notre audience. Si ils sont intéressés, par exemple, par voilà, les sujets politiques, de citoyenneté, d'éducation, bah, c'est quelque chose que l'on peut configurer. On va peut-être aussi se dire, bon, moi, mon audience, là, c'est les profs ou les équipes pédagogiques. Dans Google Ads, eh ben, là, on va pouvoir se dire, je vais diffuser mon annonce display, ma petite bannière là, sur des sites web, par exemple, consultés par les profs, les équipes éducatives ou les étudiants dans ces filières, pouvoir être affichés sur des sites que ces étudiants-là ou ces profs consultent. Je ne sais pas, par exemple, l'étudiant. On pourrait avoir une bannière sur le site de l'étudiant où on pourrait vraiment juste définir dans l'audience, bah, moi, je cherche à cibler voilà, les établissements scolaires, établissements supérieurs, etc. Et là, montrer notre annonce pour faire découvrir. Faire découvrir. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par ces sujets-là. Et on pourrait même se servir cette fois d'AdGrants pour des choses un petit peu plus top funnel, en haut du funnel. Et là, par exemple, donc pour capter une audience un peu plus large et faire découvrir, encore une fois, les ateliers. Et là, on va peut-être aller sur des mots-clés type apprendre à débattre, prise de parole en public, éducation citoyenne, ressources éducatives pour enseignants. Et là, pour, encore une fois, plutôt nous visibiliser auprès de ces personnes-là et proposer un contenu éducatif. Donc là, voilà, comme on peut le voir, on a différents paliers. Et enfin, même, on pourrait même envisager du remarketing, effectivement, pour les personnes là qui ont visité notre site, qui sont allées sur notre formulaire pour s'inscrire, mais qui ne l'ont pas fait. On se dit, bon, bah, on va peut-être les rattraper encore une fois. Faut pas les laisser partir. Il faut qu'ils s'inscrivent à nos ateliers débat. Donc, vous voyez, en fonction de ce qu'on cherche à faire, si notre audience, elle sait qui on est, des contraintes, etc., on va pouvoir vraiment développer une stratégie quand même assez complète finalement et arbitrée finalement en fonction de nos ressources, bien évidemment. En autre scénario, bon, eh ben là, on a le cas de l'association humanitaire. Par exemple, effectivement, si notre objectif c'est de générer des dons, on le sait, il y a une forte concurrence sur les requêtes liées aux dons. Donc sur AdGrants, c'est quand même assez compliqué. On est sur un parcours voilà, assez long, souvent, hein, donc il faut quand même aussi avoir la stratégie derrière, mais on est sur quelque chose d'assez long et progressif. Mais on pourrait se dire, eh bien, je vais allouer un petit budget ponctuel pour Google Ads en fin d'année quand même, pour être présent sur les mots-clés dons qui sont intéressants et importants pour mon activité. On va se dire, OK, dons association humanitaire internationale, dons urgence humanitaire, etc., ou plus spécifique. Et on va se dire, bon, je vais quand même utiliser Google Ads là pour être présent en fin d'année uniquement, une campagne qui tourne juste voilà, le temps de la saison des dons. On pourrait aussi avoir une petite campagne de remarketing si on a du budget pour recibler les visiteurs qui n'ont pas forcément effectué un don. Ou alors, si on a une liste de donateurs récurrents dans notre CRM, on peut aller l'uploader, l'importer dans Google Ads pour aller recibler ces personnes-là. Si là, voilà, c'est le moment de leur dire « Hey, voilà, c'est le moment des dons », on peut aller aussi les recibler finalement avec notre annonce. Donc là, on se dit, d'accord, je vais lancer une campagne search ponctuelle sur Google Ads, mais à côté de ça, je vais aussi aller utiliser AdGrants pour couvrir des requêtes où j'ai pas forcément envie d'investir peut-être sur Google Ads parce que là, ça va me coûter peut-être un petit peu plus cher, mais du coup, je vais prendre Google AdGrants spécifiquement pour ça.
et je vais proposer un contenu éducatif de manière ou me positionner sur des requêtes plus informationnelles, leur donner de l'information, nous faire découvrir, peut-être leur proposer un guide, une brochure, d'inviter à la newsletter, etc. Comme ça, cette personne-là, finalement, elle s'inscrit, elle est dans ma base de données et ensuite je peux l'alimenter via voilà, des communications récurrentes de manière à pouvoir transformer en donateur. Donc là, sur AdGrants, on pourra avoir les campagnes qui tournent toujours, puisque là, on ne paye pas, où on va peut-être, voilà, si on est sur des thématiques d'accès à l'eau, enfin environnementale, éducationnelle, etc. On va peut-être aller là-dessus. Action humanitaire dans le monde, on va peut-être donner de l'information aussi là-dessus. Soutenir l'éducation dans les pays en développement, donner pareil de l'info là-dessus. Comment on soutient, quels sont les projets, les alternatives, comment on peut aider aussi nous à notre échelle. Voilà, comment aider les victimes de séismes, pareil. Hein, donc, proposer un contenu voilà, plus éducatif, par exemple, sur AdGrants et se concentrer vraiment sur ce qui nous rapporte, voilà, par exemple, des dons et le remarketing sur Google Ads. Ça peut être une autre stratégie. Voilà, donc là, on a fait le tour de la première partie. Bah, c'est parfait parce qu'il nous reste 1 heure, je vois. Donc, j'espère que c'était assez clair cette première partie, que vraiment Google Ads, ça peut être un levier assez puissant ou qu'on peut vraiment configurer pour nos objectifs et surtout, en fonction de ce que l'on cherche à accomplir, il y a vraiment tout un tas de paramétrages et de types de campagnes aussi que l'on peut envisager. Encore une fois, ça va être notre budget, etc., qui va déterminer, OK, où est-ce qu'il y a le plus d'impact, où est-ce qu'on se lance, voilà, où est-ce qu'on alloue, on se concentre. En partie 2, donc maintenant, on arrive au niveau des facteurs de succès. Effectivement, comment maximiser l'impact de Google Ads? Quelles sont les bonnes pratiques pour faire de Google Ads un levier d'acquisition efficace? Alors, en premier conseil, il faut être au clair sur ses objectifs. Parce que des objectifs clairs égale des campagnes efficaces. Encore une fois, sans objectif, on ne sait pas quelle campagne choisir. On ne pourra pas mettre en place aussi les bons objectifs de conversion si on ne sait même pas ce que l'on cherche à avoir. Parce que pour beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup parfois d'associations, enfin d'organisations de manière générale qui nous disent on veut de la visibilité. Voilà, on veut. Mais après la visibilité, qu'est-ce qui se passe une fois que la personne elle a cliqué sur notre annonce? Parce que c'est bien d'être visible, mais qu'est-ce qu'on veut après? D'autant qu'en plus là, si on utilise Google Ads, on va investir là. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite que la personne elle fasse derrière? Est-ce que c'est de l'inscription, un achat, etc. Donc, il faut quand même être au clair. C'est ça ce qui va définir quelle conversion on met en place, quel type de campagne on met en place, etc. Donc, ça va aussi nous permettre de mesurer la performance de notre campagne, d'être au clair sur ses objectifs. On va savoir sur quel KPI, voilà, métrique se concentrer et on va pouvoir mettre en place les bonnes optimisations pour pouvoir aussi mesurer réellement la performance des campagnes. Parce que si on ne met même pas de conversion, d'objectifs de conversion, etc., on va voir que les campagnes, elles enregistrent les annonces, elles enregistrent des impressions, elles sont affichées, OK, on a des clics, super. Mais après, encore une fois, qu'est-ce qui se passe après le clic? La personne, elle part, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est important d'avoir des objectifs clairs. Donc, on peut se poser, voilà, avant de se lancer, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on souhaite accomplir concrètement? À quel horizon? Est-ce que c'est, voilà, on a besoin à court terme? Est-ce que c'est long terme? Est-ce qu'on va plutôt partir sur quelque chose de très ponctuel? Voilà, quelque chose, encore une fois, des campagnes un peu plus en fil rouge. Avec quel budget? Donc ça, c'est important d'avoir ces objectifs clairs avant de se lancer. En conseil 2, l'idée, c'est de connaître son audience. C'est très important aussi. Parce que finalement, pour bien paramétrer ses campagnes et cibler les bonnes personnes ou les bons emplacements, etc., il est important de savoir à qui on s'adresse. Donc, on peut aussi là se poser plusieurs questions avant de se lancer. Et puis d'ailleurs, même avant de lancer des campagnes, nous, on fait toujours, par exemple, ce qu'on appelle un kick-off de campagne
un gros document où on explore à fond justement quels sont les objectifs, quelles sont les audiences, etc. Donc, c'est important pour cadrer les choses dès le début. Donc, qui sont nos publics, leur âge, genre, etc., la localisation, parce que ça aussi, ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'on diffuse, où est-ce qu'on optimise la diffusion aussi. Quel type de personnalité aussi notre audience? Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui est engagé, qui est motivé, qui est organisé, qui est stressé? Connaître ces traits de personnalité de notre audience, ça va nous permettre de travailler le message de nos annonces et de pouvoir justement lever certains freins, peut-être amener des éléments de réassurance. Donc c'est important. Voilà, par exemple, si on recherche des dons, on va peut-être association de confiance, mentionner sur les guides du don en confiance, etc. Depuis, voilà, active depuis 2009. Enfin, vous voyez. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on se pose toutes ces questions-là. Quels sont leurs besoins, leurs motivations? Où est-ce qu'ils recherchent des informations? Pareil, ça pourra nous aider peut-être si, par exemple, on se lance en display et qu'on sait que notre audience, elle capte, enfin, j'ai vu un petit message qui m'a perturbée. Très intéressant. Alors, il n'y a pas de souci, Rémi. Merci beaucoup. Très belle journée. Merci d'être venu. Oui, où est-ce que notre audience recherche ces informations? Qu'est-ce qu'elle consomme? Quel type de site web, etc. Pour pouvoir là aussi affiner notre stratégie. À quel stade? On l'a vu. Est-ce qu'on est plus dans un stade de découverte? Ils ne nous connaissent pas. Ou un stade de réflexion? Ou alors on est dans un stade d'action? Parce que là aussi, ça va aussi nous influencer. Hein. Et quels sont les freins qui pourraient l'empêcher d'interagir avec nous? Donc, comme je le disais, connaître son audience, ça va quand même nous permettre d'identifier les bons mots-clés ou les bons emplacements si on utilise du display. Et donc, cibler, si on a les bons mots-clés, on va pouvoir cibler les termes que nos publics recherchent réellement, si on connaît bien notre audience. Parce que parfois, nous-mêmes, on utilise des jargons qu'on va, par exemple, mettre dans notre liste de mots-clés, des choses très, très techniques. Mais en fait, notre audience, elle ne tape pas du tout ça. Par exemple, ça me rappelle une organisation, ils font c'est le Low Tech Lab. Ils permettent de pouvoir créer des solutions soi-même, par exemple, faire son poêle à bois pour se chauffer soi-même. Mais alors parfois, il y a des termes super techniques qu'on ne connaît pas, mais il y a peut-être une personne qui va plutôt taper se chauffer pas cher. Donc là, il faut se dire, qu'est-ce que notre audience, est-ce qu'elle tape ça ou qu'est-ce qu'elle tape réellement? Comme ça, on va pouvoir adapter notre page, voilà, nos annonces, nos mots-clés, créer des contenus adaptés, donc des pages qui répondent à leurs besoins et leur intention de recherche, hein, et adapter nos messages à leur motivation, lever les freins, les objections. Hein. Donc, résultat, bien connaître son audience, on va vraiment pouvoir aller chercher une audience qualifiée, engagée, augmenter ses chances de conversion et aussi optimiser l'utilisation de notre budget. Eh bien oui, voilà. Conseil 3, définir son budget. C'est quand même assez important, ça, sur Google Ads. Alors, on peut tout à fait, sur Google Ads, commencer avec un petit budget test. C'est possible, mais ça implique quand même de devoir prioriser et de faire des choix stratégiques. Et encore une fois, le budget va dépendre de nos objectifs, de nos ressources, de la stratégie de campagne envisagée, de la concurrence aussi sur les mots-clés, parce qu'on va pouvoir voir le degré de concurrence des mots-clés, à quel point, voilà, combien en moyenne ça va nous coûter l'utilisation de ce mot-clé quand quelqu'un va cliquer sur notre annonce, combien ça coûte en moyenne. De cette manière, on peut se dire, d'accord, j'ai besoin quand même voilà, ça va nous permettre aussi de faire des prévisions. Donc, on peut le voir via, par exemple, la plateforme Google Ads. On peut voir les degrés de concurrence des mots-clés. Donc, c'est important, voilà, de prendre ça en considération aussi. Hein. Mais voilà, il faut quand même être prêt à investir à minimum pour obtenir des résultats et surtout permettre à l'algorithme d'agréger des données plus rapidement et faciliter l'apprentissage. Parce qu'au plus notre budget il va être faible, en fait, au moins l'algorithme il va être en mesure de collecter justement des données. Et du coup, ça va prendre beaucoup plus de temps
d'optimisation. Donc, c'est pas l'idéal non plus. Il faut quand même, voilà, avoir un peu de budget pour aider l'algorithme, qu'elle puisse savoir quels sont nos mots-clés qui convertissent, quelles sont nos annonces qui fonctionnent bien et voilà, qui boostent la diffusion sur ce qui fonctionne finalement. Parce que sinon, il va chercher, il va tenter diffuser cette annonce-là avec ce mot-clé-là. Et puis, ça sera peut-être pas ce qui génère des conversions derrière. Donc, pour aider un petit peu à donner quelques fourchettes, alors ça reste quand même indicatif, encore une fois, comme je disais, il faut aller chercher, il faut aller regarder le degré de concurrence, il faut être au clair sur ses objectifs, etc. Et puis, il faut aussi prendre en compte un petit peu vos KPI internes, par exemple, même le taux de transformation, voilà, il y a ça à prendre en considération, le panier moyen, il y a d'autres KPI, donc ça reste indicatif, il y a une autre analyse à faire derrière, mais ça peut déjà donner une idée. Donc, si on commence, on peut considérer que commencer 20-25 euros par jour, ça reste un petit budget. Donc, ça nous fait 600 à 750 euros par mois. C'est pas mal pour commencer, c'est possible, mais alors attention, comme je le disais, le potentiel sera plus limité, surtout s'il y a une forte concurrence sur les mots-clés et un temps d'apprentissage plus long. Donc, si on a un petit budget voilà, de 20-25 euros pour nos campagnes, on va peut-être même décider de se concentrer sur une seule campagne où on va se dire, on va sélectionner une offre ou un service, voilà, ce qui a le plus de valeur pour votre organisation, se concentrer juste une seule campagne là-dessus. L'objectif, ça va être de capter les intentions fortes et de maximiser le retour sur investissement. Donc là, par exemple, avec ce budget-là, on pourrait se dire, eh ben, on va tester une campagne sur le réseau de recherche pour les mots-clés bas de funnel à potentiel de conversion, par exemple faire un don, association, acheter café bio, etc. Donc vraiment des mots-clés même plus spécifiques que ça, très en lien avec notre organisation, parce que voilà, on a un petit budget et on veut avoir des résultats. Ou on va peut-être limiter la zone géographique. Ou alors, voilà, pour pas cibler tout un pays, on va se dire, bon, voilà, moi, c'est cette ville-là, c'est sur Paris que moi, mon audience, elle est la plus intéressante. Donc, voilà, je vais aller là-dessus. Ou alors, on peut aussi envisager voilà, des campagnes ponctuelles. Si on ne peut pas forcément laisser notre campagne tourner en fil rouge comme ça, on va peut-être aller sur des campagnes un petit peu plus ponctuelles, comme on l'a vu en fin d'année, pour des pics voilà, d'activité. Donc, ça peut être une idée, ça peut être une première option, par exemple. Et encore une fois, ça dépend du coup des mots-clés. Donc, chaque situation, enfin, il faut vraiment voilà, voir chaque situation, etc. Parce que peut-être qu'on pourra finalement, pour une organisation, il faut se concentrer absolument sur une campagne, c'est ça qui va faire sens. Ou peut-être qu'on va se dire, bon, OK, on peut mettre un petit peu à cette campagne-là bas de funnel, un peu dans cette campagne-là, avoir deux campagnes, ça peut, voilà. Donc encore une fois, c'est indicatif, mais ça aide. Si on est sur un budget intermédiaire, 25-50 euros par jour, donc là 750 à 1500 par mois, là on est confortable, on est quand même beaucoup plus confortable. Hein. Là ça commence à être intéressant, les conversions sont exploitables, l'algo il a assez de données pour ajuster. Et alors si on est sur un budget plus avancé de 50 euros par jour, donc 1500 euros par mois, là pareil. Alors là on va vraiment pouvoir aller sur une stratégie très affiné. Hein. Ça peut être un vrai levier de croissance, là, bien sûr, Google Ads. Hein. On peut se dire, ah bah là, oui, je vais lancer mes campagnes haut de funnel, YouTube, display, milieu, search générique, ou alors bas. Voilà, là, l'objectif avec ce type de budget-là, c'est être visible à plusieurs moments, construire la relation, voilà, et convertir. Donc, stratégie complète, plus puissante, mais plus coûteuse. Aussi, j'oubliais parce que je parle de par jour, etc. Mais parce qu'en fait, on définit un budget journalier sur Google Ads hein, à notre campagne. On va lui dire, OK, Google, tu peux aller dépenser 20 euros par jour, tout en sachant que il pourra dépenser plus certaines journées en fonction de s'il voit qu'il y a plus de potentiel de conversion à certains moments, etc. Il peut aller plus dépenser une journée, mais par contre, il va se réajuster les jours d'après de manière à respecter notre budget mensuel. Donc voilà, c'est quand même à garder. C'est pour ça que je parle de budget journalier.
Donc voilà, fourchette indicative. Encore une fois, ça se définit selon les objectifs, etc. Vos KPI internes, les taux de conversion, les paniers moyens, etc. Donc ça se travaille aussi pour faire des prédictions, pour pouvoir allouer un budget suffisant finalement et voir si ça vaut le coup aussi, quoi, parce que parfois on le voit, ça nous est déjà arrivé de le voir aussi en réunion. Ah bah là, malheureusement, non, ça va pas être rentable. Vous n'aurez pas assez de leads en fait là pour le budget, donc on ne vous conseille pas ce canal-là, en tout cas pour le moment, avec cette ressource-là, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc on le dit aussi dans ces cas-là, et on s'oriente peut-être sur d'autres leviers stratégiques. Par exemple, si on cherche à cibler des grands donateurs ou autres, des cibles super spécifiques, il y a d'autres canaux qui peuvent être intéressants, comme LinkedIn, qui a des audiences aussi très précises, très qualitatives, du type grand donateur. Donc voilà, ça peut être aussi, il y a peut-être d'autres choses à voir dans ces cas-là. Conseil numéro 4, l'expérience utilisateur et les pages de destination optimisées, hein, c'est important, qui répondent aux attentes des internautes. Donc, c'est très important de créer des pages d'atterrissage voilà, qui sont correctes, optimisées, pertinentes. Comme on le disait, l'algorithme, il va prendre en compte, il va être en mesure de voir la qualité de la page qui est associée à vos annonces. Et s'il détecte que la page, ça répond pas du tout à ce que l'internaute recherche, il va se dire, oh bah non, là déjà, cet annonceur-là, je vais pas trop montrer son annonce parce que déjà, d'une part, ça, c'est pas trop en relation avec ce que l'internaute il recherche, même avec les mots-clés, etc. Donc, la première chose, c'est quand même d'avoir une page pertinente en fonction des mots-clés, etc. Mais alors, en plus, s'il voit que notre page, elle est de mauvaise qualité, notre site, c'est lent, il y a les internautes qui s'en vont parce que c'est trop lent, ça s'affiche pas bien sur mobile, ça, il va le détecter, en fait, l'algorithme. Donc, c'est important quand même d'avoir, comme je le disais, un travail minimal effectué SEO, puisque c'est les bonnes pratiques aussi. Donc, une vitesse de chargement rapide, facilité de navigation, adapté mobile desktop. Voilà. Donc, et si notre site web il est pas super, alors dans ces cas-là, bon, on va autant créer des pages de destination adéquates, optimisées, pour essayer d'améliorer tout ça. Hein. Je disais, on aligne la page à l'intention de recherche et aux mots-clés. Donc, notre page, par exemple, il faudra qu'elle inclue les mots-clés principaux, les variations, et qu'elle soit voilà, vraiment, comme il comprend vraiment le sens de la page, que ce soit clair. Donc, si par exemple, notre mot-clé, on a décidé d'avoir un mot-clé protéger les abeilles, on est sur un mot-clé, un type de requête informationnelle. La personne qui tape protéger les abeilles, elle cherche à se renseigner ici. On peut d'ailleurs aller voir ça, taper ça sur Google, vous allez voir que la plupart des contenus qui ressortent, c'est comment protéger les abeilles. Et ça veut dire que c'est ça que l'internaute, il recherche, c'est ça son intention de recherche. Hein. Donc là, il faudra créer un contenu, une page éducative là-dessus, comment protéger les abeilles. Et on pense une page, une intention de recherche, une action à réaliser. Donc, gardez bien ça en tête. Et enfin, il faut que ce soit optimisé notre page pour convertir. Parce qu'on l'a vu, Google Ads, il repose sur la collecte de données. Donc, si notre page n'est pas optimisée pour les conversions, personne ne fait rien. Le système, il ne va pas enregistrer des données et du coup, il ne va pas pouvoir bien diffuser l'annonce. Donc, on essaye d'optimiser nos boutons d'appel à l'action, d'intégrer par exemple des témoignages, des FAQ, faire en sorte que notre formulaire il soit pas trop long pour pas perdre la personne en cours de route. Donc je vous renvoie d'ailleurs à cet autre petit webinaire qu'on avait fait 5 étapes pour créer une page web optimisée. Donc voilà, où il y a beaucoup plus d'informations détaillées là-dessus. Et on a un guide aussi d'ailleurs, landing page SEA, bien construire sa landing page SEA, donc sur notre site web. Optimiser ses campagnes. Alors conseil 5, optimiser ses campagnes et son site pour les conversions. J'insiste, voilà, il faut vraiment mettre en place un suivi de conversion fiable.
les données de conversion vont vous permettre de savoir ce qui fonctionne, quelle annonce, quels mots-clés, quelles pages sont les plus performantes, ou alors qu'est-ce qui se consomme du budget inutilement, quelle page n'est pas trop performante, mériterait d'être peut-être améliorée justement. Et puis, ça permet de mesurer sa rentabilité et les KPI importants. Est-ce que c'est le coût par lead? Est-ce que c'est le coût par conversion? Est-ce que c'est le volume de conversion? Est-ce que c'est la valeur des dons qui est important ici de mesurer? Et du côté de l'algorithme, c'est important pour lui parce qu'il va identifier les profils les plus susceptibles de convertir. Il va vraiment pouvoir voir tout un tas de signaux que nous, on ne voit pas, mais pousser les annonces auprès des personnes les plus susceptibles finalement de réaliser une conversion, de remplir votre objectif. Il va optimiser automatiquement la diffusion et on va avoir accès, effectivement, activer des stratégies d'enchères intelligentes. Il me semble que j'en parle juste après un peu plus. Voilà, je détaillerai juste un chouille après stratégie d'enchères, etc. intelligente. Côté bonne pratique pour la mise en place de conversion, on configure le tracking, on peut le configurer par exemple sur Google Tag Manager. C'est une plateforme qui nous permet de développer notre suivi de conversion, de mettre en place les petits bouts de code sur les boutons pour pour remonter ces informations, on sache quand la personne elle a cliqué sur le bouton, il y a un petit tracking, une petite balise de code à mettre là-dessus. Ça peut se faire via Google Tag Manager. Donc, on va configurer nos actions clés, mais aussi secondaires. Parce que, par exemple, si on n'a pas assez de dons, si on a 1 don, 2 dons par mois, ça ne va pas être assez. Ou 2 inscriptions par mois, ça ne va pas être assez pour l'algorithme pour optimiser sa diffusion. Donc, dans ces cas-là, s'il y a d'autres actions plus réalisées sur le site, des consultations d'articles, des téléchargements de brochures, il faut aussi mettre ça en place parce que du coup, ça va donner de l'info à l'algo et l'aider dans sa diffusion. Donc, on configure notre tracking, on définit les objectifs de conversion qui sont importants pour nous dans la plateforme de Google Ads. Collecter un volume de conversion suffisant, je l'ai dit. On optimise les pages de destination pour améliorer les taux de conversion et on n'oublie pas sa bannière de cookies. Parce que parfois, on peut améliorer notre bannière de cookies pour favoriser les taux d'acceptation, Parce que si la personne, elle refuse, bien sûr, les cookies, il n'y a rien qui va remonter dans Google Ads. C'est bloqué. On n'est pas, on n'est pas censé avoir de la donnée si quelqu'un nous dit non, je refuse les cookies. Par contre, il y a des techniques pour améliorer quand même cette bannière des cookies, pour favoriser les clics sur oui. Donc, pareil, pour améliorer la collecte de données dans Google Ads, ça peut être intéressant de travailler un petit peu sa bannière de cookies. Et enfin, on vérifie régulièrement quelles requêtes convertissent vraiment et lesquelles consomment du budget inutilement pour les exclure de notre ciblage finalement. Voilà, conseil 6, utiliser l'IA et l'automatisation, oui, avec un cadre. Donc, Google Ads, il offre aujourd'hui de plus en plus de fonctionnalités automatisées qui exploitent l'IA. D'ailleurs, on va de plus en plus vers une gestion. Il y aura toujours besoin de petites mains pour justement cadrer, contrôler tout ça, mais on va de plus en plus dans une logique automatisée. Donc, par exemple, avant, on gérait manuellement, on peut toujours le faire, mais c'est pas recommandé, pas vraiment recommandé. On pouvait gérer automatiquement nos mots-clés, dire moi pour ce mot-clé, je suis prêt à mettre $1, 1 euro, 2 euros, mais pas plus. Donc, parce que c'est pas un mot-clé qui me rapporte beaucoup de conversions, donc je vais le limiter. Alors, on pouvait limiter tout ça manuellement, comme je dis, on peut toujours, mais c'est recommandé de passer sur des stratégies d'enchères intelligentes. Et là, c'est Google, l'algorithme, qui va fixer automatiquement nos enchères pour avoir plus de chances, justement, dès qu'il va constater là qu'il y a une forte probabilité de conversion sur un mot-clé et une annonce, il va se dire, je vais aller enchérir un peu plus là parce que c'est important, il ne faut pas que je laisse passer cet internaute-là. Donc, c'est le système qui va vraiment effectuer ça tout seul, finalement. Mais il faut les bonnes données. Il faut lui donner les données de conversion, encore une fois.
Ensuite, il y a des nouvelles campagnes et fonctionnalités IA qui sont disponibles sur Google Ads. Et là, pour les 2 que je cite sur cette slide, qui viennent d'être introduites sur Google Ads Grants, l'été dernier, de l'année dernière. Donc, on a par exemple les campagnes Performance Max. Là, on a vu tous les types de réseaux, etc. Les campagnes search, les annonces vidéo, le display, YouTube. Et ben là, c'est une campagne tout en un, tout réseau. Là, on n'a pas besoin de plusieurs campagnes, une display, une vidéo, etc. Une campagne, diffusion, multi-réseau. Et vraiment des options de ciblage très avancées. Mais encore une fois, voilà, il faut avoir les bonnes données qui sont collectées dans le compte. Mais on a ce type de campagne, effectivement, maintenant. Une campagne, un budget, tous les réseaux. Et on a ce qu'on appelle la fonctionnalité IA Max Search. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on peut appliquer à nos campagnes. C'est un petit bouton à cliquer qu'on peut activer sur nos campagnes traditionnelles sur les mots-clés de recherche. Mais en fait, là, on peut aller au-delà des mots-clés ciblés. C'est-à-dire que le système, si on active ça, il peut élargir la diffusion à d'autres termes de recherche connexes. Faut quand même que il va quand même diffuser sur des mots-clés qui sont en lien avec ce que l'on fait. Et on peut aussi, si on a défini notre page de destination d'atterrissage pour notre annonce, on peut sélectionner l'expansion d'URL. En gros, on peut dire au système, tu peux aller cibler d'autres pages que la page que je t'ai fournie pour mon annonce, l'URL que je t'ai fournie. Tu peux aussi aller explorer sur mon site les autres pages, parce que s'il y a un internaute qui tape une recherche, mais que c'est une autre page qui est plus en adéquation plutôt que celle que j'ai fournie, bah dans ces cas-là, vas-y. Donc, on a et ça marche aussi pour les campagnes Performance Max. Donc, on a vraiment ces nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées et qui permettent je pense que c'est la slide d'après, oui. C'est ces fonctionnalités qui peuvent être un vrai levier parce que ça permet d'explorer de nouvelles requêtes. Comme on l'a vu, ça peut aller au-delà des mots-clés ciblés. Donc, on laisse le système explorer de nouvelles requêtes, élargir la couverture parce qu'il y a peut-être des requêtes auxquelles on n'aurait même pas pensé ou très, très, très spécifiques. Donc, c'est ce qu'on disait, de longues traînes. Là, IA Max ou PMax, ça peut aller chercher ce type de requête. Si par exemple, c'était quoi mon exemple comment développer l'intelligence émotionnelle de mon enfant? Bah là, si je vais mettre ça dans ma liste de mots-clés, le système, il va me dire, il y a personne qui tape ça, c'est trop limité le volume de recherche. Donc, le système, il va me l'indiquer, mon mot-clé, il va peut-être, il va pas tourner parce que c'est trop long, en fait, trop précis. Mais par contre, IA Max ou PMax, si on a coché ces petites fonctionnalités, vont permettre d'aller chercher ce type de requête très, 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 très spécifique. Donc voilà, si on est une organisation dans les compétences psychosociales, parfait. Là ça peut être intéressant, effectivement, d'aller là-dessus pour aller toucher ce type de requête super spécifique en lien avec l'intelligence émotionnelle, l'empathie, etc. Et enfin, avec ces fonctionnalités-là, les annonces peuvent apparaître dans les aperçus IA, donc en haut de la page du moteur de recherche, comme on l'a vu. Donc, ça peut être un levier, mais attention, parce que sans cadre et suivi, là, l'automatisation, elle peut faire un petit peu elle peut gaspiller notre budget ou pas produire les résultats escomptés. Donc, il faut quand même aller la cadrer. Il faut aller exclure s'il y a des termes qui font pas sens. Il faut aller exclure ça pour vraiment orienter l'algo. S'il y a des pages qu'on souhaite pas rediriger l'internaute, il faut aller les exclure déjà en amont. Voilà. Et si on en détecte d'autres dans les rapports, ah non, là, ça va pas du tout, on exclut. Donc, si on souhaite se lancer avec ce type de fonctionnalité-là, les bonnes pratiques, c'est d'avoir quand même des conversions au préalable. On va peut-être éviter de lancer directement ce type de campagne-là. Les bonnes pratiques, c'est plutôt de commencer par du search pour poser les bonnes bases, vraiment donner les bonnes
les bonnes infos à l'algo dans un premier temps, cibler ce qui est intéressant et ensuite expand, donc étendre finalement, élargir avec ce type de campagne. Il faut un site web solide et optimisé parce que ça, encore une fois, c'est l'IA là. Donc, on exploite l'IA. Il faut qu'elle comprenne notre site web. Idéalement, en tout cas, si on souhaite élargir la diffusion à d'autres pages, ça marchera mieux avec un site web très développé en contenu. Hein. Par exemple, un e-commerce qui a tout plein de produits, ça peut être intéressant. Un blog très, très, très développé, ça peut être intéressant. Voilà. Et ça nécessite aussi de bien faire ses campagnes, sa structure de campagne. Mais ça, c'est de manière générale dans Google Ads ou Google Ads Grants. Voilà, les campagnes doivent être structurées d'une certaine manière. Voilà, en termes de bonnes pratiques, c'est très important. Et un suivi régulier et du contrôle pour les cadrer, encore une fois. Et en concept 7, structurer et optimiser ses campagnes. Donc effectivement, ça va être quand même très important, un facteur de succès pour bien réussir avec Google Ads ou Google Ads Grants. Faut bien structurer ses campagnes, son compte et ses campagnes. Une campagne, un objectif. Et par exemple, en bonne pratique, on va grouper les mots-clés similaires ensemble. Voilà, c'est les nouvelles bonnes pratiques. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais effectivement, avant, on était sur des campagnes énormes, très, très, très fragmentées. Si par exemple, quelqu'un tapait association pour la protection de l'environnement, on aurait un groupe d'annonces avec ça, Association pour la protection de l'environnement, et puis des variations, un autre groupe avec une autre annonce avec un seul mot. Bref, ça va pas. Ça, il faut, pour alimenter l'algorithme maintenant, on groupe nos mots-clés similaires ensemble qui traduisent une intention de recherche partagée. Voilà. Donc ça, c'est important. On va, bien sûr, les critères de qualité d'annonce. Donc, faut s'assurer que nos mots-clés, ils sont dans les titres, dans les descriptions d'annonces. On peut inclure des infos en termes de notre offre, de bénéfices, d'éléments différenciants, de réassurance. Ajouter les extensions pertinentes, comme on l'a vu, le numéro de téléphone ou des images, etc. Ça compte pour l'algo, pour la qualité. On va aller se focus ensuite sur les bons indicateurs à analyser et à optimiser. Donc, est-ce que c'est le volume de conversion sur lequel on souhaite travailler? Est-ce que c'est le taux de conversion qui est important pour nous? Le coût d'acquisition? On ne va pas se concentrer sur les mêmes indicateurs en fonction de notre objectif. Et puis, on va peut-être aller regarder la qualité des sessions provenant des campagnes aussi. Comment ça tourne derrière? Quel est le temps passé? Est-ce que les gens ils restent sur notre site? Est-ce qu'ils en partent? Donc, c'est important de prendre le temps d'aller analyser et pour aller mettre les bonnes optimisations, en fait. Faire de l'A/B testing, que ce soit au niveau des annonces, des messages, des mots-clés, des landings ou au niveau du ciblage. Et puis, voilà, effectuer des ajustements hebdomadaires et mensuels, c'est important aussi. Ah, il y avait encore un dernier conseil, pardon. Et après, je crois que c'est le dernier. Oui, placer Google Ads dans une vraie stratégie d'acquisition, c'est important. Google Ads, comme tout, il doit être intégré au sein d'une stratégie globale. On ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, dépendre uniquement d'un outil, d'un algo. Donc, vraiment, l'utiliser comme source d'acquisition complémentaire, ça, c'est très bien. Encore une fois, comme ça, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, notamment si on n'a que le SEO et que là, on a perdu notre visibilité et qu'on n'a pas Google Ads ou qu'on n'a pas Google Ads Grants, comment on fait finalement? Donc, c'est important. On peut utiliser Google Ads payant sur quelques mots-clés, ou le SEO pour sécuriser du trafic à long terme. Il y a Bing Ads aussi, il y a l'emailing, le newsletter, très, très important, notamment si on cherche à faire du don, par exemple, et que là, on est sur un processus très long. Google Ads, il va pas pouvoir, c'est comme AdGrants, ils vont pas pouvoir tout faire ensemble, tout faire tout seul, pardon. Il faut qu'il y ait une stratégie quand même derrière. Les réseaux sociaux, comme on l'a vu, les gens font des ressources, on fait tous des ressources éclatées de partout, là.
On peut utiliser AdGrants en complémentarité aussi, mais là, comme on l'a dit, pour donner de l'information, orienter, créer du contenu pédagogique pour pouvoir se positionner sur ces mots-clés-là, nourrir le haut milieu du funnel et utiliser d'autres leviers, voilà, pour les moments forts de collecte ou de vente ou des audiences plus stratégiques. Donc, par exemple, LinkedIn, comme je le disais, pour les grands donateurs. Et enfin, ça nécessite d'utiliser les bons outils de suivi, que ce soit mettre en place Google Analytics ou Matomo pour aller suivre la qualité de nos sessions, avoir un CRM aussi quand même à jour, notamment où on veut faire si on fait du lead, etc., bah, qu'on sache, parce que si la personne, elle vient de nos annonces, notre prospect vient de nos annonces, mais en fait, derrière, on se rend compte que c'est pas du tout un lead quali pour nous. Bah, faut qu'on puisse le voir, ça, dans le CRM aussi. Donc, ça reste quand même important si on souhaite vraiment faire de Google Ads un levier d'acquisition et être focus, par exemple, sur la rentabilité ou sur ce type de choses. Il faut avoir les bons outils derrière. Et donc, en conclusion, Google Ads, ça peut être un levier de visibilité et de croissance performant à condition de l'utiliser pour les bons objectifs, dans les bonnes conditions. On l'a vu, qualité et pertinence, ça devient indispensable, que ce soit en SEA et en SEO. Structure et optimisation ne sont pas en option. On intègre Google Ads à une stratégie d'acquisition globale. Et pour la suite, si on veut se lancer, on pense à définir ses objectifs, à faire son petit travail d'audience, de persona, etc. On prépare sa stratégie de campagne en fonction de ses ressources, de ses enjeux, de l'audience que l'on cherche à atteindre, ainsi que de ses recherches. Et on n'oublie pas la concurrence, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais important. Et travailler ses pages en amont, parce qu'on l'a vu, une page qui ne convertit pas ou mauvaise qualité, ça ne va pas trop bien marcher. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut lancer ses campagnes. Donc voilà, c'est un petit peu ça peut être performant, mais effectivement, il y a besoin d'un bon cadrage quand même, hein. Et en conclusion, si vous avez donc dans le cadre de notre mission, on fait des audits gratuits, que ce soit audit de référencement, de manière générale de visibilité, audit SEA, justement, Google Ads. Donc, si vous avez un compte Google Ads là qui peine ou que vous savez pas trop quelle stratégie envisager, n'hésitez pas. On peut regarder un petit peu ça ensemble, voir ce qui pêche ou quelle stratégie. Et puis, c'est un petit peu la même chose pour les audits techniques SEO. Si vous avez un site vous souhaitez un audit SEO technique, on a les experts de même pour AdGrants, et puis des audits d'éligibilité que l'on fait.